Merci de regagner vos places. Merci de vous asseoir. Nous allons passer à la suite de notre programme. Voilà, nous allons continuer cette journée avec notre première table ronde sur le thème famille, éducation, transmission. Pour animer cette première table ronde et présenter nos intervenants, j'ai l'honneur d'accueillir Marie-Fatima Hutin, membre du bureau politique de Sens Commun. Bienvenue Marie-Fatima. Bonjour à tous. J'ai la joie d'animer la première table ronde donc, sur la famille, l'éducation et la transmission, sujet cher à Sens Commun, comme vous le savez. Et je vous prie d'accueillir Armel Tilly, le professeur Jacques Bichot et Caroline Carmon-Tron. Caroline Carmon-Tron qui nous accueille dans sa ville d'Asnières. Alors bien évidemment, avant de laisser la parole aux intervenants, je vais vous présenter nos illustres invités. Tout d'abord, le professeur Jacques Bichot, qui a un doctorat de mathématiques, un doctorat d'économie, qui est professeur émérite à l'université de Lyon 3, Jean Moulin, qui a aussi enseigné à Lyon 1, Lyon 2, Besançon et à l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, qui est membre du Conseil économique et social, qui a énormément travaillé sur les sujets, notamment sur la politique familiale. Et donc voilà, nous avons la chance de l'avoir avec nous. Il va aborder la question de la politique familiale. Qu'est-ce que c'est? C'est la philosophie, l'histoire, comment elle a évolué, et aussi qu'est-ce qui serait nécessaire pour la refondation de cette politique familiale en France. Après, nous avons la chance d'avoir Caroline Carmon-Tron, donc mère de famille de 4 enfants, elle a insisté pour le dire. Bravo. Conseillère régionale d'Île-de-France, présidente de la commission de famille, maire adjoint à la famille à la ville d'Asnières, et très engagée sur un certain nombre de sujets, notamment sur la petite enfance, sur la famille. Et elle aura la chance de on aura la chance de l'écouter, de témoigner de ce qu'elle fait dans son quotidien d'élu. Et pour finir, donc Armel Tilly, qui est conseillère départementale des Hauts-de-Seine, département qui nous accueille, maire adjoint aussi à la famille de la ville de Chaville, élue depuis 2008, et très engagée sur la famille et sur la question de lien avec les personnes, nos âgés, nos aînés. Et voilà, elle parlera aussi de son expérience du terrain sur le sujet. Voilà, professeur, à vous. Dire ce qu'est la politique familiale française, ça pourrait nous prendre très longtemps, donc je résumerai cela en quelques grandes lignes. D'abord, au fait qu'elle a évolué de manière extrêmement importante. Si nous remontons à la Libération, il s'agit d'une politique absolument nataliste qui correspond à une parole du général de Gaulle. S'il s'avérait que les Français n'ont plus guère d'enfants, la France ne serait plus qu'une grande lumière qui s'éteint. Et cette parole, il n'a pas été lui-même en mesure de la mettre en œuvre, puisque son premier passage au pouvoir a été extrêmement bref, mais en revanche, les personnages politiques de la 4e République ont tout à fait suivi ce programme et instauré en France une politique très simple, avec uniquement 2 prestations. On peut rêver, n'est-ce pas, mesdames, quand on pense aux 2 douzaines de prestations que nous avons maintenant. 2 prestations, les allocations familiales et l'allocation de salaire unique,
Et cette politique familiale a parfaitement rempli son rôle, c'est-à-dire que nous avons eu pendant de bonnes douzaines d'années, presque 30 ans, une démographie tout à fait favorable avec 2,8 enfants par femme. Donc, si je puis dire, l'objectif était rempli. D'énormes moyens financiers ont été mis pour arriver à ce résultat. Le taux de cotisation de la branche famille a atteint en 1951 16,75%. Il est aujourd'hui de 3,5 ou de 5,5 selon les personnes qui ont à le payer. Donc, le montant de ces allocations représentait à lui seul quasiment la moitié de la dépense de protection sociale. Autrement dit, la politique familiale a été pendant presque une vingtaine d'années le cœur de la sécurité sociale en France. Et puis, les choses ont changé. Si nous voulions avoir, si vous voulez, une petite idée de ce que donnerait aujourd'hui la politique familiale en question, eh bien, chaque famille recevrait à peu près 7 000 € par an et par enfant. Donc, une famille de 3 enfants aurait dans les 20 000 € de prestations familiales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je traduis en termes de pouvoir d'achat. Elle est devenue un compartiment de l'aide sociale, malheureusement, cette politique familiale. Dès 1970, les prestations familiales étaient retombées à 10% du PIB par enfant. Elles avaient auparavant été de 20% du PIB par enfant. Donc elles avaient déjà diminué de moitié, mais comme le niveau de vie des Français avait beaucoup augmenté, en fait leur pouvoir d'achat était resté à peu près identique. Simplement, la proportion dans les revenus de la famille avait beaucoup diminué. Et puis, progressivement, cette grande politique familiale va à la fois se morceler et en même temps s'effriter. Vous savez, quand on n'est plus monolithique, eh bien, finalement, on est souvent amené à avoir des petits morceaux qui ne tiennent pas très bien le coup. C'est ce qui s'est passé pour la politique française, qui est devenue une politique sociale, qui s'adressait à une catégorie particulière de pauvres, les familles pauvres. On maintenait quand même, par tradition, quelques allocations pour les familles aisées, mais vous avez vu la façon dont on les diminue progressivement, dont on met des conditions de ressources, et on n'ose pas faire les choses trop brutalement, mais en réalité, c'est devenu une aide sociale. Cette évolution s'est effectuée également au niveau fiscal et au niveau institutionnel. Autrement dit, l'idée familiale est progressivement déconstruite. Les mésaventures du quotient familial se situent à l'intersection entre les aspects économiques et les aspects sociologiques ou juridiques. C'est un dispositif fiscal, mais son importance vient bien au-delà. Son importance va bien au-delà parce que, d'abord, le fisc en France est quelque chose de très important, et si le fisc reconnaît comme unité fondamentale la famille, ça veut dire qu'au niveau de la nation, la famille est effectivement la cellule de base de la société. Le fait de ne plus reconnaître la famille comme l'interlocuteur du fisc, comme le contribuable, est quelque chose de très important. Progressivement, l'idée que c'était la famille le contribuable a disparu. On a considéré que c'était un couple ou un parent isolé qui bénéficiait d'une réduction d'impôt au titre de ses enfants. La philosophie est devenue totalement différente, là encore, au fait de la citoyenneté de la famille, cellule de base de la société, et imposée communément
en tant que telles, globalement, se sont substituées l'idée d'individus auxquels on accordait des réductions d'impôts parce que, ma foi, ils avaient eu des enfants, alors les enfants, quand même, c'est pas trop mal. Donc, nous avons le même glissement qui s'est produit en matière de politique fiscale que de politique sociale pour la famille, à savoir qu'on a perdu de vue quelle était sa place réelle dans la nation, et progressivement, on en a fait une entité susceptible d'être assistée, mais qui n'était en aucun cas le socle sur lequel la construction d'une nation pouvait s'effectuer dans de bonnes conditions. Pour ces raisons qu'on pourrait développer évidemment beaucoup plus largement, la politique familiale est à refonder. Pour vous donner une petite idée quand même du point où on en est arrivé, nous avons aujourd'hui au lieu de 2, plus d'une vingtaine de prestations pour une somme totale en pourcentage du PIB qui a été divisé par 3 ou 4. Donc, nous avons des prestations extrêmement morcelées, réservées à telle ou telle catégorie, et qui ont permis à la branche famille d'être la seule branche de la sécurité sociale où l'introduction à grande échelle de l'informatique n'a permis aucune diminution du personnel. Il y a eu un travail absolument remarquable d'un certain nombre de directeurs de la CNAF qui ont réussi à faire en sorte que grâce à la complication qu'ils introduisaient dans leur système, ils n'ont eu aucun licenciement à faire. La politique familiale française est maintenant un organisme qui fonctionne avec plus de 6% de coûts d'intermédiation, c'est-à-dire que plus de 6% du montant des prestations passe en frais de gestion. Donc, cette politique familiale est devenue affreusement complexe. Ce que je pense il nous faudrait faire pour l'avenir, c'est la simplifier et la refonder sur des bases saines. Quelles sont les bases saines en question? C'est le fait que la famille est un lieu d'investissement absolument fantastique. Quand Stiglitz, un économiste qui est d'ailleurs prix Nobel, a fait avec à la demande du gouvernement français et avec Fitoussi un rapport sur l'état de la France et les perspectives, il a risqué une évaluation du capital humain. Et pour lui, en accord avec bien d'autres économistes, ce n'est pas son point de vue exclusif, le capital humain représente 2 à 3 fois le reste du capital, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures, des entreprises, de tout ce que nous avons comme brevets et méthodes de fabrication. Pourquoi? Bien parce que tout simplement l'homme est le plus important. On peut remplacer les machines, on peut les reconstruire, mais pour cela, les hommes sont indispensables. Donc le grand capital d'une nation, ce sont ses hommes et ses femmes, et naturellement, pour commencer, ses enfants. Autrement dit, la famille est le premier investisseur, de très loin. Les entreprises, par rapport à la famille, c'est peanuts. L'État, les collectivités territoriales, par rapport à la famille, c'est peanuts. Le grand investissement, c'est l'investissement dans la jeunesse. Et si nous voulons refonder notre politique familiale d'une façon qui soit saine, et où on voit bien où va l'argent que l'on y met, c'est sur cette idée d'investissement dans la jeunesse qu'il faut nous axer. Il y avait une parole de Churchill qui était, n'est-ce pas, à la manière de Churchill, le meilleur investissement, c'est de mettre du lait dans un bébé. Eh bien, Churchill avait entièrement raison, et il faut que nous retrouvions cette idée que la politique familiale n'est pas une assistance à des gens pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils ont la bêtise de faire des enfants, mais
un moyen de financer une partie de l'investissement dans la jeunesse. Et si nous avons ce changement de paradigme complet en matière de politique familiale, à ce moment-là, nous pouvons déboucher sur quelque chose de complètement rénové. Nous pouvons déboucher sur des procédures très souples dans lesquelles les familles ne seront pas obligées de prendre tout l'argent qu'on leur donne pour la politique familiale. Après tout, si elles ne veulent pas tout, pourquoi pourraient-elles faire ce choix de ne pas tout prendre? Parce qu'au fond, ce que prépare cet investissement dans la jeunesse, ce sont les futures retraites. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas de retraite. Dans un système par répartition, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est la préparation des enfants qui prépare les futurs cotisants et donc les futures retraites. Donc, on pourrait avoir un système dans lequel les gens, en quelque sorte, choisissent les prestations qu'ils vont conserver pour aider leurs enfants, sachant que leurs enfants vont leur procurer des droits à la retraite, et que si par exemple ils sont très riches, il n'y a pas besoin que ce soit le gouvernement qui leur dise « vous ne toucherez rien ». Ils peuvent très bien dire « oh, moi j'en ai pas besoin, l'argent en question, vous pouvez l'investir dans la jeunesse par d'autres moyens, simplement, comme je ne le reçois pas alors j'aurai le droit de le recevoir, eh bien vous m'en tenez compte pour mes droits à pension ». Vous voyez que la réforme de la politique familiale ne peut pas se faire de manière isolée. Elle ne peut pas se faire sans prendre l'ensemble de notre système de protection sociale. Il y a un lien étroit entre la politique familiale et la politique de la vieillesse. Ce lien étroit qui est parfaitement vu depuis l'origine des temps. Que vous preniez un livre confucéen, le traité de la famille, le traité de la piété filiale, pardon, c'est exactement le piété filiale, qui guide encore en quelque sorte la Chine communiste. De plus en plus elle redevient confucianiste, donc 5-6 siècles avant notre ère. Que vous preniez à peu près à la même époque des textes bibliques, et notamment ceux qui correspondent à l'un des commandements « Tu honoreras ton père et ta mère », qui est un peu plus développé dans un des livres sapientiels, où on dit « Eh bien, souviens-toi que de ce que ta mère a fait pour toi et des souffrances de l'enfantement, et à cause de cela, tu lui dois aide dans sa vieillesse. » Je crois qu'il nous faut mettre ensemble les deux branches principales de la sécurité sociale, la famille et la retraite, et aussi la troisième, parce que la branche maladie, parce que au fond, qu'est-ce que c'est que la maladie, si ce n'est quelque chose qui intervient à l'intérieur de la famille pour finalement lui faire supporter un fardeau, et le fait de pouvoir couvrir, par exemple, au point de vue de l'assurance maladie, tout ce qui est maternité, tout ce qui est maladie des enfants, ça fait partie de la politique familiale. Il faut avoir une conception, je crois, très extensive de la politique familiale et des liens entre les différentes branches de notre sécurité sociale, qui aujourd'hui est beaucoup trop morcelée, et c'est en concevant l'unité de ce système que nous pourrons parvenir à en faire quelque chose de profitable à tous les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très clair sur la politique familiale. Maintenant, Caroline, 40 ans, à son tour. Alors, à moi de me lancer. Merci beaucoup pour votre exposé très clair, où on comprend très bien que la politique familiale est petit à petit, au cours du temps, devenue une politique sociale et a perdu toute son essence. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir pour parler d'exemples très concrets qu'un élu peut mettre en place dans sa ville, à la région. Alors avant de vous donner ces exemples, je voudrais juste vous rappeler mon engagement. Voilà, je suis au départ mère de famille, j'ai 4 enfants et je pratiquais un sport très assidûment que beaucoup de Français pratiquent, à savoir critiquer les hommes politiques. Et ça, je le faisais hyper bien. Ça me prenait beaucoup de temps.
Et puis, il y a quelques années, je me suis battue beaucoup contre une loi qui arriverait à ce que l'on fabrique un jour des enfants, y compris des enfants d'un père et d'une mère. Et quand cette loi est passée, j'ai eu les jambes coupées et j'ai eu deux choix. Soit je retournais dans mon canapé et je reprenais ce sport assidûment, sans rien faire, qui me prenait beaucoup d'énergie, soit je décidais de m'engager. Et j'ai opté pour la deuxième option. Je me suis engagée, donc en 2014, j'ai rejoint le maire. C'était au moment des municipales et j'ai rejoint le maire d'Asnières, Manuel Achiman, qui m'a fait confiance et que je remercie d'ailleurs pour sa confiance et sa très grande liberté qu'il me laisse à agir dans son équipe. Voilà, et donc je me suis retrouvée élue du jour au lendemain et j'ai découvert un petit peu ce que c'était que d'être de l'autre côté de la barrière. Et effectivement, j'ai un tout petit peu moins pratiqué ce sport de critiquer les politiques. Donc, pour en venir à ce qui m'est demandé, à savoir comment concrètement on peut pallier à cette déficience de l'État qui a transformé cette politique familiale en politique sociale. Voilà, moi, toute mon action, elle est vraiment animée par soutenir la famille, quelle que soit la décision politique que je prenne, soit à la région, soit à la ville d'Asnières. Donc la première chose que j'ai mis en place, c'est la préparation au mariage civil. En effet, quand vous êtes élu, vous avez ce grand honneur de marier les gens. Et je me suis très vite rendu compte que j'avais devant moi des couples qui n'avaient pas lu les articles du Code civil, pourtant très riches, et qui leur donnent beaucoup de devoirs, et que je trouvais dommage que des gens se présentent devant moi et que finalement je sois témoin du fait qu'ils n'aient même pas lu les articles du Code civil quand on sait derrière voilà, les méfaits et des couples qui se déchirent, des femmes, de la paupérisation des femmes, des conséquences sur les enfants. Et donc j'ai mis en place cette préparation au mariage civil en m'appuyant sur la société civile d'Asnières. Une association a été créée, Cap Mariage, et aujourd'hui c'est plus de 400 couples qui ont suivi cette préparation au mariage civil. Devant le succès de cette préparation, nous avons mis en place la fête des mariés l'année dernière, où plus de 300 personnes se sont déplacées de tous les milieux sociaux. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est tellement important ce qu'on entend ici, on ne l'a jamais entendu, et on sent cette soif des gens de vouloir construire quelque chose de durable. Et donc, quand je vais présenter ces préparations au mariage civique une fois par an à la mairie, je m'engage toujours à dire, je m'accrocherai en politique pour être présente dans 50 ans pour fêter vos noces d'or. Ça fait beaucoup rire, mais voilà, je crois à la famille durable. Il faut donner aux gens les moyens de voilà, de pouvoir durer, et c'est possible. Voilà, c'est possible. Donc une deuxième chose que j'ai mis en place aussi, l'État finance beaucoup la médiation familiale, c'est-à-dire une fois que les gens sont séparés, on va faire en sorte que tout se passe pour le mieux. C'est-à-dire, donc on a mis en place la médiation familiale et l'État finance la médiation familiale. Mais en amont de cette médiation familiale, rien n'est fait pour faire en sorte que, éventuellement, une famille qui rencontre une difficulté passagère due à voilà, des enfants qui grandissent, l'adolescence, un décès, dû à voilà, toutes les choses qu'une famille peut rencontrer. Donc j'ai ouvert à Asnières un point écoute famille avec mise à disposition d'une conseillère conjugale et familiale pour l'ensemble des Asniérois, et ça financé par l'UDAF, et en m'appuyant toujours pareil sur la société civile asniéroise qui a créé une association qui s'appelle le Réseau des parents et qui propose aux parents des conférences, des ateliers tout au long de l'année dans tous les quartiers pour leur redire l'importance
voilà, auprès de leurs enfants, que la société ne pourra pas tout faire pour eux, contrairement à ce qui a été dit pendant de trop nombreuses années où on a dit aux gens « ne vous inquiétez de rien, nous allons faire à votre place » et on voit bien aujourd'hui les résultats de cette politique. Donc ce point écoute famille, voilà, reçoit et aide à surmonter les problèmes passagers que toute famille rencontre et qui peut-être fera en sorte que la famille n'explosera pas, que les enfants resteront avec leurs parents et que derrière, cela évitera sans doute à certaines femmes de se retrouver seules et voilà, de s'appauvrir évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oui, nous avons mis en place une école Espérance banlieue. Donc ça, c'est la société plus aisée, entre guillemets, d'Asnières, qui a tendu la main au quartier plus populaire d'Asnières. Et nous avons mis en place une école Espérance banlieue. Donc la mairie a mis à disposition des locaux. Et aujourd'hui, c'est plus de 120 élèves qui sont là du CP jusqu'à la 3e. Donc une école Espérance banlieue, qu'est-ce que c'est? Ce sont des écoles qui veulent lutter contre les décrochages scolaires et qui veulent transmettre aux enfants les codes pour pouvoir s'insérer dans la société française. Donc nous avons beaucoup travaillé à l'émergence de cette école et elle a commencé avec 50 élèves la première année, il y a 3 ans, et aujourd'hui il y en a 120. Donc une école avec des petits effectifs, un uniforme, on lève les couleurs toutes les semaines et surtout on va chercher ce qu'il y a de beau chez l'enfant et on le développe et voilà, donc très beau succès de cette école Espérance banlieue qui se développe, d'ailleurs vous en avez sans doute entendu parler, dans toute la France, puisque aujourd'hui il y a plus de 20 écoles Espérance banlieue et voilà, et la région Île-de-France commence à financer, le politique commence à s'intéresser devant l'urgence des banlieues, commence à s'intéresser à ce phénomène de ces écoles Espérance banlieue. Et une grosse partie de mon action évidemment est la petite enfance. Et donc là, nous nous retrouvons vraiment face à... Voilà, tous les politiques aujourd'hui vous disent on va créer des places en crèche, on va créer des places en crèche. Or, il faut savoir que ils vous mentent déjà, parce que la crèche est le mode de garde le plus cher, qui coûte le plus cher à nos collectivités et qui profite au moins d'enfants possible. La CAF a changé en plus son règlement, c'est-à-dire qu'avant, la CAF remboursait les villes. Quand une famille inscrivait son enfant, elle inscrivait son enfant de 9h à 17h à la crèche, et la CAF remboursait les villes de 9h à 17h, que l'enfant soit là ou pas là. Aujourd'hui, la CAF nous dit, en fait, on va vous rembourser, mais si l'enfant n'est pas là, on ne va plus vous rembourser. D'accord? Donc dans la petite enfance, vous savez que les enfants sont souvent malades, que les parents peuvent éventuellement partir en vacances hors période de fermeture des crèches. Donc il se trouve que du coup, les crèches, petit à petit, ont été de moins en moins remboursées et donc le coût d'une place en crèche pour une collectivité a explosé. Plus vous rajoutez toutes les normes de mobilier imposées par l'Europe, je crois, voilà. Donc le coût de la crèche a explosé. Et donc, mais l'État continue à dire nous allons créer des places en crèche, nous allons créer des places en crèche. Donc moi, face à ce constat, plusieurs choses. J'ai voulu optimiser l'existant. C'est-à-dire qu'avant, à Asnières, les crèches n'étaient pas pleines, mais on se permettait d'aller réserver des places en crèche dans le privé, plutôt que d'optimiser l'existant. Donc, j'ai optimisé l'existant en formant le personnel pour qu'ils comprennent ce que demandait la CAF, parce qu'on change les règles du jeu, mais sans donner les moyens de former le personnel. C'est-à-dire que l'État dit maintenant ça va être comme ça, on va vous rembourser comme ça, quand l'enfant ne sera pas là, on ne vous paiera plus. Et on demande aux directrices de crèche de devenir des gestionnaires, alors qu'en fait, bien souvent, elles sont des infirmières, elles sont des auxiliaires de puéricultrices. Donc, si on leur expliquait
si on ne leur explique pas, si l'État ne finance pas parallèlement cette formation pour que les directrices de crèche, que le personnel change ses habitudes de travail, ça ne marchera pas. Les crèches resteront à moitié vides et la place en crèche restera de toute façon toujours très chère. En optimisant les places en crèche, j'ai pu permettre à 100 familles supplémentaires de rentrer dans nos crèches en mettant en place l'accueil à temps occasionnel, c'est-à-dire en proposant, dès qu'une place est vide, en la proposant peut-être à quelqu'un qui cherche un emploi, quelques jours par semaine, à une mère de famille qui a besoin de souffler et qui va pouvoir bénéficier de la crèche. Donc en mettant tout ça en place, j'ai pu faire bénéficier de la crèche à plus de 100 familles supplémentaires sans que ça nous coûte 1 centime à la ville et au contraire que ça fasse de gagner de l'argent supplémentaire. Vous m'arrêtez quand je... voilà, parce que... encore 2 minutes, d'accord. Donc, optimisation des places en crèche et puis développement des modes de garde alternatifs qui coûtent beaucoup moins cher à la collectivité. Donc, j'ai créé des maisons d'assistantes maternelles où ce sont plusieurs assistantes maternelles qui vont se regrouper. La ville met à disposition des locaux et 3 assistantes maternelles se retrouvent et c'est un mode de garde qui est beaucoup plus familial et qui coûte beaucoup moins cher à la ville. J'ai rendu plus qualitatif aussi les modes de garde alternatifs en créant un relais d'auxiliaire parental, voilà, où on forme les personnes qui vont garder les enfants. Voilà, donc je vais m'arrêter sur la petite enfance et mon but étant de me mettre vraiment au plus près du besoin des familles et que les familles arrivent à équilibrer au mieux vie de famille et vie professionnelle, puisque l'État nous dit on va créer plus de places en crèche, mais en même temps il diminue le congé parental de 6 mois en s'immisçant dans la famille, en disant aux familles, écoutez, c'est pas compliqué, si le père ne prend pas 6 mois obligatoirement dans le congé parental, eh bien, il vous sera raboté de 6 mois, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des demandes en crèche qui ont explosé, puisque les familles qui faisaient le choix de prendre un congé parental pouvaient le prendre pendant 3 ans, elles touchaient pour ça 390 € par mois. Mais l'État leur a dit, ben non, en fait, si le père ne prend pas le congé parental, vous perdez 6 mois, donc on s'est retrouvé avec des demandes de places en crèche qui ont explosé parce que bien évidemment, beaucoup de pères n'ont pas pris ce congé parental, mais du coup, les mamans sont retournées travailler 6 mois plus tôt et donc ces demandes de places en crèche ont explosé et on s'est retrouvé avec des listes d'attente. Voilà, donc je vais peut-être me arrêter là. J'aurais voulu évoquer la jeunesse aussi, mais je le ferai peut-être dans la deuxième partie. Parce que je pense que, voilà, peut-être une deuxième partie, je laisse la parole à Armelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Je me réjouis d'entendre tout ce que tu as dit, Caroline, parce que je me souviens très bien de toi et de notre discussion le 19 décembre 2013, première soirée de Sens commun au siège des Républicains. Caroline était présente, dernier rang, debout. Et voilà, on a un peu échangé sur la politique, mais je ne pensais pas que ça allait transformer aussi rapidement l'essai. Alors bravo. Alors maintenant, on va passer à la solidarité avec les personnes, nos aînés, les personnes âgées. Et donc, du coup, je laisse la parole à Armelle. Merci Marie-Fatima. Merci à vous tous d'être ici présents et ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux. Je tiens à remercier notamment les élus qui sont dans la salle et je sais qu'ils sont là aussi à nos côtés, mais aussi vous tous les participants. Je tiens aussi à remercier particulièrement les organisateurs pour cette grosse journée et avec un petit clin d'œil à notre présidente Laurence Trochu qui a su prendre contre vents et marées notre mouvement et le porter et l'amener là où nous sommes aujourd'hui parce que je crois que nous allons vivre un grand virage, notamment par rapport à ces choix politiques et par rapport à cette vision que Sens commun a depuis l'origine. Donc merci Laurence. Donc moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour prendre la parole autour de cette table ronde qui a très bien commencé avec l'exposé du professeur Pichot, que je remercie, qui a pu poser les fondements notamment de la famille, de l'éducation et de la transmission. Et moi, si je suis là, c'est pour ce côté transmission.
puisque depuis maintenant 10 ans, je porte au niveau de la mairie, puisque je suis maire adjointe en charge des personnes âgées. C'est un sujet effectivement que j'affectionne tout particulièrement, parce que je pense qu'il est essentiel, et que ces personnes âgées, cette vision des personnes âgées est un socle fondamental pour notre avenir. Et j'ai eu l'occasion et la chance de faire une campagne pour les départementales où j'ai été élue en 2015, et là aussi où le président Patrick Devedjian m'a confié cette délégation des personnes âgées. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir une vision à la fois locale par ma ville, mais départementale au niveau des Hauts-de-Seine. Et pour mener à bien tous ces mandats, j'avoue que j'ai pu m'appuyer vraiment fortement sur le mouvement de sens commun. Parce que je crois qu'en politique, si vous êtes seul, c'est très difficile. Par contre, si vous êtes accompagné par un mouvement avec des amis, des collègues, vous pouvez échanger, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez poser des réflexions, des questions. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis 2013. Et je pense que la Armelle que je suis devenue en 2018 n'est certainement pas celle qui a commencé en 2008. Et ça, c'est effectivement grâce à Sens commun qui a posé les fondements, qui a créé un socle programmatique sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir développer et vraiment mettre des actions qui vont dans le bon sens. En tout cas, j'ai un message principal à donner au bout de ces 10 ans, parce que cela fait déjà 10 ans. En fait, la politique, ça passe très vite le temps. Mais au bout de 10 ans, je suis convaincue que les élus ont un rôle primordial et incontournable pour mettre en place les politiques en faveur à la fois de la famille, de l'éducation, mais aussi des personnes âgées. Donc ça, c'est essentiel et fondamental. Et à Sens commun, nous sommes très très proches, notamment de nos adhérents, pour qu'ils puissent s'engager, parce que c'est un rôle formidable et essentiel pour les politiques de la ville. Alors après vous avoir donné ce message, il est important de faire un constat sur les personnes âgées. Alors je vais le faire de façon plus simple que le professeur Bichot, et je vais partir avec les constats de mon département et donc aussi notamment de ma ville. Aujourd'hui, les personnes âgées, enfin, en tout cas la prise en charge de la perte d'autonomie, est un sujet qui préoccupe tous les Français. À la fois ceux qui sont âgés, retraités, mais aussi la génération, notre génération. Et elle a bien raison de s'interroger, de s'inquiéter, puisque les politiques passées n'ont pas réussi à mettre en place des solutions pour rassurer. Et d'ailleurs, nous voyons que le vieillissement de la population ne fait que s'accélérer. Ce n'est pas nouveau, cela fait 10, 15 ans que c'est prévu. Mais les politiques ne prennent pas la mesure de cette accélération. Alors, quelques chiffres. En 2017, nous étions 2,1 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. En 2040, nous serons 5,4 millions de plus de 85 ans. Donc ce sont des vraies questions. Mais en parallèle, nous constatons que le niveau de vie des retraités est un niveau de vie qui ne fait que baisser. Il baisse, mais aussi les restes à charge des personnes âgées ne fait qu'augmenter. Donc ça, c'est un constat réel sur lequel nous, les politiques publiques, eh bien, nous devons nous questionner et apporter, si possible, des réponses. Et je suis convaincue que face à ce constat, il n'y a qu'un seul échelon qui est en mesure de pouvoir accompagner au mieux nos personnes âgées, c'est effectivement l'échelon du conseil départemental. Ce département qui a cette mission essentielle, c'est d'être le chef de file de l'action sociale. C'est lui qui va mettre en œuvre toutes ces politiques, aussi bien pour la petite enfance, aussi bien pour les personnes handicapées, les personnes âgées, mais aussi le RSA. Mais, et là j'ai pu faire une petite étude moi, sur mon propre département, les Hauts-de-Seine, puisque nous avons 1,6 million d'habitants, nous avons constaté que les aides que nous distribuons, elles sont effectivement très importantes. Depuis 2011, le département a distribué plus d'1 milliard d'euros à ce que nous appelons notamment les allocations individuelles de solidarité. Ce n'est pas rien, c'est un vrai budget qui est consacré pour les personnes les plus fragiles. Mais malgré toutes les actions de proximité que le département mène sur son territoire, eh bien, au fur et à mesure des années, on s'aperçoit que notre État, notre gouvernement, eh bien, ne remplit pas toujours cette tâche, est très souvent défaillant et s'appuie trop souvent sur les collectivités pour mener à bien toutes ces politiques publiques. Il n'y a pas une année sans que dans nos budgets administratifs, nous constations que notre échelon est sans arrêt remis en cause alors que nous intervenons auprès des plus fragiles et des plus en difficulté.
Et malgré donc ce constat que je vous fais, eh bien nous devons, les élus, réaliser et malgré tout répondre à ces problématiques en étant si possible innovants et assez rapides pour pouvoir apporter un accompagnement le plus proche de ces personnes en perte d'autonomie. Alors moi, sur mon département, depuis maintenant 3 ans, nous avons mis en place par l'État, qui notamment a nommé ce qu'on appelle la conférence des financeurs pour la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est quoi? C'est tout simplement un dispositif qui permet d'accompagner notamment le vieillissement. Il a pour objectif principalement de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de la perte d'autonomie des plus de 60 ans. Alors, nous avons un pactole assez important au niveau des départements. Après, l'objectif, c'est de distribuer au mieux ces aides auprès notamment des acteurs privés, publics, associatifs. Alors au niveau du département, avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille, nous avons décidé de mener ce que nous appelons un hackathon. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on décloisonne. La France a trop longtemps et travaille encore trop de façon cloisonnée. Le service social, le service médico-social, les entreprises d'un côté, les start-up de l'autre, etc. Donc, sur le 92, nous avons décidé de mener un grand hackathon qui a été fait au mois de juin l'année dernière. C'est un hackathon, c'est quoi? Alors, l'objectif de l'hackathon, c'est de rassembler sur une journée des participants, enfin des porteurs de projets qui vont, en 48 heures, trouver des solutions pour répondre à la problématique de la perte d'autonomie des personnes âgées. Et donc, ça a été un très très beau travail parce que nos services publics, donc les CCS, les CLIC, ont pu travailler avec des startups, qui ont pu travailler avec des mutuelles, etc. Et donc ça a créé une émulation et notamment une très belle réalisation de projets qui ont été mutualisés. Et pour une fois, l'argent public, nous ne l'avons pas saupoudré comme ça de façon indépendante, mais nous avons favorisé à ce qu'il y ait une mutualisation et parce qu'il y a mutualisation et travail en commun, eh bien il y a réalisation. Et donc, en 48 heures, 81 projets de prévention ont vu le jour et nous avons pu nommer 5 lauréats qui ont mutualisé leurs projets. Et mercredi prochain, j'aurai la chance d'ouvrir le premier lab senior des Hauts-de-Seine qui va accompagner pendant 6 mois ces projets. Et donc, nous allons soutenir, nous, le service public, des projets d'une mutuelle qui s'est affiliée avec une association. Et nous allons essayer de pouvoir que ces réalisations soient concrètes parce que la France a beaucoup d'idées. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle a du mal à mettre en place? Qu'est-ce qu'elle a du mal à rentrer en direct avec la population en passant pour ces administrations qui sont lourdes? Eh bien, nous, c'est ce projet que nous avons fait, c'est de faciliter cette administration pour que les projets soient visibles. Alors d'autres projets aussi, moi, qui me tiennent très à cœur, c'est la problématique des aidants. Les aidants ont longtemps été un peu oubliés dans ces politiques publiques, alors qu'ils sont le maillage central. C'est eux qui portent depuis très longtemps les personnes en difficulté, notamment les personnes âgées. Alors là aussi, moi j'ai la chance, notamment sur le département d'Hauts-de-Seine, d'être basée à la Défense qui est un vivier effectivement actif avec de très grandes entreprises. Eh bien mon objectif a été de travailler avec ces grandes entreprises et notamment au mois de juin dernier, avec le laboratoire Janssen, nous avons pu imaginer une caravane qui pendant 3 jours est restée sur le parvis de la Défense et nous sommes allés au contact des salariés aidants. Et nous avons eu plus de 1500 personnes qui sont passées rencontrer nos assistantes sociales et qui ont à la fois découvert qu'ils étaient des aidants, mais qu'ils avaient notamment droit à des conseils, des documentations, des plateformes individuelles que nous leur mettons à disposition pour faciliter leur vie au quotidien. Et donc ça fait partie des axes principaux. Et puis surtout les départements, et comme beaucoup d'autres collectivités, nous sommes lancés dans un grand chantier de dématérialisation. Dernière action aussi que nous allons monter d'ici l'été prochain, c'est la rentrée de septembre 2019, c'est de continuer cet hackathon, mais cette fois-ci en faisant un grand salon de la dépendance et de la technologie sur lequel nous allons bien communiquer pour faire un événement important. Alors je vais conclure par quelques mots, car je vois que Fatima s'impatiente. Donc pour dire ce message que je vous ai donné au départ, c'est que oui, les élus, quand nous sommes élus et nous avons la possibilité de pouvoir agir et d'agir de façon très précise, très concrète. Et c'est le rôle, nous, en tant qu'élus, c'est que nous sommes très pragmatiques. Nous avons un sens commun du bien commun et d'apporter des réponses immédiates à nos concitoyens. Et nous pouvons, bien évidemment, être des élus qui allons travailler sur l'innovation et la technologie tout en étant très attachés à nos traditions.
parce que la personne âgée est au centre de nos projets. C'est une personne humaine, c'est un socle, une transmission sur lequel nous sommes très attachés. Eh bien, je pense que ce conservatisme que nous lançons aujourd'hui va pouvoir s'infuser dans l'ensemble des missions que nous avons à faire, tout en regardant droit devant nous, en s'appuyant sur des technologies, mais aussi en n'oubliant pas qui sont nos aînés. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, merci à vous pour cette table ronde, vos interventions, pour tout ce que vous avez donné comme exemple concret de vos actions sur le terrain, sur la refondation nécessaire pour la politique familiale. Donc un grand merci pour votre présence, on pourrait encore continuer, il y a d'autres tables rondes qui vont arriver, mais en tout cas, bravo pour ce que vous faites.